Le problème de la justice internationale, c'est que, d'abord, elle n'est considérée que comme une justice entre les États et non pas entre tous les humains. On passe par le canal des États et que les États étant souverains bénéficient d'immunité de juridiction. C'est-à-dire qu'un État, et d'ailleurs les représentants de l'État à titre de personne, bénéficient d'immunité. On ne peut pas traduire un État en justice sans son consentement. Un État étranger ne peut pas traduire son voisin, son État voisin devant ses propres tribunaux ou même devant la Cour de la Haye sans le consentement de celui-là. Donc voilà, c'est ça la très grande insuffisance de la justice internationale, parce que du coup c'est comme ça qu'on a des poches de violence qu'on n'arrive pas à résoudre. L'ONU, elle s'est construite sur une contradiction. Quand on se construit sur une contradiction, ou bien on patauge dedans et on ne fait rien de bon, ou bien il y a un des termes de la contradiction qui dépasse l'autre. La contradiction, c'est d'un côté, on veut interdire la guerre aux États et on veut affirmer le droit international pour tous les États, et de l'autre, on garantit la souveraineté des États. La définition de la souveraineté, c'est un pouvoir au-dessus duquel il n'y a rien. Si les États restent souverains, alors au-dessus d'eux, il n'y a pas de droit international, ou plutôt, il y a le droit international auquel ils ont consenti. Alors ça donne une fragilité extrême au droit international et à la justice internationale, puisque le droit international, ce sont des traités. J'ai cité ce matin la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. Les États-Unis n'ont pas adhéré. Le statut de la Cour pénale internationale. Vous avez de très grands pays qui n'ont pas adhéré non plus. Donc le droit international est un droit à géométrie variable. Il n'y a pas l'équivalent de la loi en droit interne, c'est-à-dire une norme juridique qui s'applique à tout le monde. Et donc forcément, ça ne fait pas une société, ça. Ça fait un attelage brinque-ballant qui fonctionne par moments, si les gens sont de bonne volonté, puis qui après ne fonctionne plus. Donc l'ONU a vécu sur cette contradiction, et c'est la souveraineté des États qui a pris la main, c'est pas le droit international. De ces deux termes de la contradiction, et c'est la souveraineté des plus puissants, parce que j'ai cité les États déstructurés, on est resté dans le rapport de force. Le droit, c'est quelque chose qui vient canaliser le rapport de force, l'empêcher des débordements en faveur des plus forts. Et le droit, c'est la défense des plus faibles dans toutes les sociétés. Et là, le droit international est quand même sur un constat d'échec, il faut bien le dire. Bien sûr, il faudrait les réformer, tout le monde le sait, mais alors on parle de réformettes. Moi, je pense qu'il faut une réforme très profonde. Alors, il y a des bonnes choses dans la charte, il faudrait les reprendre. Et ces bonnes choses ont été abîmées. Les bonnes choses, c'est l'interdiction du recours à la force. Ça, c'est très bien. Les bonnes choses, c'est de vouloir développer le droit international. C'est très bien aussi. Les bonnes choses, mais sur le papier seulement, c'était de vouloir réglementer les armements. On n'est jamais passé à l'acte. Pourquoi tout ça n'a pas fonctionné? Bien, pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'on a un Conseil de sécurité avec 5 membres permanents qui peuvent tout bloquer. Moi, je fais partie des partisans d'une réforme du Conseil de sécurité, non pas pour ajouter des membres permanents, mais pour supprimer la catégorie de membres permanents. À ce moment-là, on pourrait imaginer un Conseil de sécurité plus large, il comporte 15 membres, il y a 192 États, on pourrait aller jusqu'à 20 membres, 25 peut-être, bon, avec pas de membres permanents, tout le monde est soumis à réélection. Alors actuellement, les non-permanents, le mandat est de 2 ans, ça me paraît trop court, parce qu'il faut avoir le temps de déployer une politique. Donc je pense que les membres devraient être élus pour 3 ans ou 4 ans, il faudrait réfléchir. Et les décisions devraient être prises à la majorité simple pour la plupart des questions, une majorité qualifiée pour les questions les plus délicates, mais pas de membres permanents. La deuxième réforme, je pense que le monde d'aujourd'hui est composé d'États, mais sous les États grouillent des forces très diverses qui ne sont pas forcément représentées par les États. Et qu'il faudrait donc ce qu'on appelle la société civile. Alors c'est une question très difficile, je n'ai pas de solution miracle, mais je pense qu'à côté de l'Assemblée générale des Nations Unies qui regroupe les États, il faudrait une seconde chambre qui représenterait les autres forces. Mais surtout, il faudrait que cet ensemble des 2 chambres ne prenne pas seulement des résolutions qui ne sont pas contraignantes, qui sont ce qu'on appelle dans notre jargon juriste du droit mou. Nous avons besoin d'avancer vers des normes universelles.
il faudrait que là encore, comme pour les lois nationales, à certaines conditions de procédure, de vote, etc., les deux chambres, la Chambre des États, la Chambre de la société civile, puissent faire des normes internationales qui s'imposeraient à tout le monde, et non pas auxquelles les États diraient « moi j'en veux pas, moi je la prends mais je fais des réserves, moi je la prends mais 2 ans après j'en veux plus ». Ça crée une insuffisance du droit dans la société internationale qui est extrêmement dommageable. Une fois qu'on aurait réglé ces problèmes, vient la question de la justice internationale, mais la première condition pour que ça marche, il ne faut pas que ça soit une justice facultative, il faut que ce soit une justice obligatoire. Actuellement, à la Cour internationale de La Haye, la Cour civile, je ne parle pas de la Cour pénale, mais les deux choses vont ensemble, hein. La Cour civile passe plus de temps à trancher sur sa propre compétence qu'à trancher sur le fond, parce que dans presque tous les dossiers qui lui sont soumis, il y a un des deux États qui dit « Ah non, 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 vous n'êtes pas compétent, vous vous trompez, je n'ai pas donné mon accord pour vous reconnaître ». Et alors on commence à se chicaner sur est-ce que la déclaration de reconnaissance de la Cour est encore valable, est-ce qu'elle a été rédigée comme il faut, est-ce qu'il n'y a pas eu des réserves. Bon. Donc ça, c'est pas possible. On ne peut pas avoir comme ça une justice facultative. Il faut absolument passer à une justice obligatoire. Et c'est vrai pour la justice pénale, de la même manière, hein. C'est une condition clé.